Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tous ces passagers, au sourire un peu pâle, sont bien sûr les ex-otages du Boeing de la Lufthansa. Pour eux, tout s'est terminé, et bien, sans une seule victime, aux alentours de minuit la nuit dernière. Quelques heures plus tard, le monde apprenait le suicide d'Andreas Baader et de 2 cerveaux de son groupe infernal dans la prison de Stuttgart, où ils étaient supposés être coupés totalement de l'extérieur. Voilà donc 2 événements exceptionnels qui méritent, vous en conviendrez, qu'on leur raccorde la plus grande partie de notre journal. Mais devant l'ampleur des documents, de toutes les pièces de cette journée qui aura indéniablement constitué un tournant dans l'action terroriste internationale, devant donc l'abondance des images, des faits, des commentaires, nous allons vous présenter ce dossier en 2 parties. La libération des otages et la fin de Baader. Et nous allons essayer de le faire avec le maximum de rigueur et le minimum de phrases. Première image, c'est au milieu de visages rayonnants, la photo de l'homme du jour, Helmut Schmidt, qui venait accueillir son collègue anglais, James Callaghan. Un chancelier, vous le voyez, débordant de bonheur, encore capable de répondre aux journalistes que s'il avait réussi à tenir depuis vendredi, c'est parce qu'il buvait beaucoup de Coca-Cola. Well, it's a wonderful morning, and you must be feeling very, very pleased. Huh? I am. Very tired, but very pleased. Huh? You must be. And thank you for all the help you have given us. No, we haven't done anything. Well, if it had worked in Dubai... That's right. If it had worked in Dubai, I know that would have... L'interlocuteur de ce chancelier rayonnant sait de quoi il parle. James Callaghan devait déjà venir en Allemagne il y a 1 mois, mais sa visite avait été annulée en raison de l'enlèvement de M. Schleyer. M. Schleyer dont on n'a d'ailleurs toujours aucune nouvelle. Nous y reviendrons plus longuement en cours de journal. Mais revenons sur ces images que nous vous montrions sur notre générique, l'arrivée à Francfort de 80 otages du Landsluft de la Lufthansa. Les 6 derniers étant restés à Mogadiscio légèrement blessés ou tout simplement épuisés par ces 4 jours d'une attente interminable. Touristes d'un drôle de voyage par 50 degrés de chaleur, les traits tirés par une attente de 5 jours dans l'univers clos d'une carlingue de Boeing. Affectés par la mort de leur commandant de bord, les 80 otages du Boeing 737 de la Lufthansa sont arrivés cet après-midi à l'aéroport de Francfort. Quatre d'entre eux, blessés alors que l'assaut était donné, sont restés à Mogadiscio. Sur ces images, seuls les enfants semblent avoir déjà oublié les 110 heures passées dans l'avion. À 100 mètres de l'appareil sur l'aéroport de Francfort, des barrières maintenaient à distance la foule qui n'a pu s'empêcher d'applaudir la descente de l'équipage. L'affaire est, semble-t-il, terminée. Mais regardez bien ce jeune policier et sa mitraillette. En effet, jusqu'à cet après-midi encore, au retour des otages libérés, les autorités allemandes craignaient un dernier geste de désespoir de terroristes encore en liberté. Il faut imaginer que tous ces passagers ont encore dans les yeux des conditions de vie épouvantables à bord du Boeing. Et ils ont encore pour longtemps en mémoire cette heure fatidique, la nuit dernière, quelques minutes après minuit, la prise d'assaut par les commandos spécialisés de l'armée allemande de l'appareil de la Lufthansa. 2e image dont ils auront du mal à se débarrasser, l'assassinat du pilote. Revenons-en d'abord à hier matin, l'instant dramatique où par le toboggan d'évacuation, les terroristes ont descendu le corps du pilote, Jürgen Schumann, qui est le mort de cette affaire, froidement abattu devant les passagers de l'avion otage assassiné pour avoir, semble-t-il, refusé de redécoller d'Aden. Et puis tout de suite, 0h30 cette nuit, sur l'aéroport de Mogadiscio, tout de suite après l'assaut, les 86 otages qui se trouvaient enfermés dans cet avion depuis jeudi dernier sont rassemblés. Beaucoup n'ont pas encore compris ce qui leur arrive, n'ont pas réalisé qu'ils sont à nouveau libres. L'assaut de la brigade spéciale de la police ouest-allemande n'a duré en tout et pour tout que 5 minutes. D'abord, les portes de l'avion sont arrachées, un policier crie « Couchez-vous », des grenades aveuglantes explosent, les 4 terroristes dont 2 femmes sont abattus,
Une dizaine de passagers sont légèrement blessés, c'est ce que racontent les premiers témoins. Tout est fini. Voilà, donc toutes ces images datent de quelques minutes, quelques heures après l'assaut du Boeing. Alors, je crois que pour mieux comprendre comment les choses se sont réellement passées, je vous propose Raymond Tortora, à l'aide d'une maquette, de nous expliquer le détail de cette opération. Oui, sur de nombreux modèles d'avions, mais pas sur tous, on peut ouvrir les portes de l'extérieur sans qu'on soit obligé de les faire sauter. Alors, vous savez que la brigade anti-gang allemande a fait sauter les portes de l'appareil. Vous le voyez sur cette maquette, le Boeing 737 possède 4 portes, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, oui. 4 portes automatiques d'accès normal, 2 de chaque côté, et il y a également au milieu 2 portes de secours qui permettent l'évacuation en cas d'urgence, en cas d'atterrissage hors d'une piste normale d'aérodrome, ou en cas d'amérissage, qui permettent l'évacuation des passagers par un toboggan en plastique que l'on déploie le long de l'aile et qui permettent, je vous l'ai dit, l'évacuation des passagers. Bien, donc à la faveur de la nuit, les 60 hommes du commando GS-G9 se répartissent le long du Boeing et à un top précis, les 6 portes plastiquées sautent en même temps. Les hommes anti-gang allemands sont à l'intérieur de l'avion. Ils lancent des grenades aveuglantes. Que sont les grenades aveuglantes? Eh bien, ce sont des grenades offensives qui possèdent des enveloppes de carton ou de plastique et elles explosent en faisant énormément de bruit, ce qui a déjà un effet psychologique certain. Et puis en explosant, elles produisent également une très grande lumière blanche qui permet de voir l'adversaire que vous avez en face de vous et surtout, elles explosent sans produire d'éclat, ce qui est capital. Et je crois savoir aussi, j'ai pris quelques renseignements à Paris, que les policiers allemands ont utilisé simultanément des espèces de grenades à main, des sortes de vaporisateurs qui projettent à 4 ou 5 mètres sur l'adversaire, sous forme de gouttelettes, un liquide paralysant qui paralyse pendant 5 à 6 secondes. Daniel Bilalian vous l'a dit, top d'assaut minuit 7, 5 minutes après, tout était terminé. Une opération sans bavure donc, tout aussi réussie que celle des Israéliens sur l'aéroport d'Entebbe, une opération à mettre au crédit d'un homme et d'une organisation. L'homme, c'est Hans-Jürgen Wisniewski, l'envoyé spécial d'Helmut Schmidt dans le Golfe Persique, puis en Somalie. Il a tout monté, tout coordonné, tout en négociant. L'organisation, c'est un peu l'équivalent de notre brigade anti-gang, une brigade d'élite créée il y a 5 ans après l'épisode tragique des Jeux Olympiques de Munich. Un entraînement rigoureux depuis 1972 qui n'avait jusqu'alors jamais été mis à profit. L'assaut du Boeing a représenté sa première intervention. L'homme d'abord, Hans-Jürgen Wisniewski, 56 ans, fils d'un mineur, ancien ministre de la coopération. Sa connaissance des pays arabes lui a valu le sobriquet de Ben Wish. Il est l'homme de confiance du chancelier Schmidt. Il a coordonné toute l'affaire et préparé le terrain au plan diplomatique à l'intervention du commando. Le commando antiterroriste ensuite, 60 garçons que voici à leur retour à Cologne. La foule les y accueille en héros. 2 ou 3 d'entre eux, selon le communiqué imprécis de la chancellerie, ont été blessés à Mogadiscio. Ils appartiennent au commando GS-G9, groupe spécial de la garde frontière antiterroriste, qui compte 178 hommes en tout, tous volontaires. Choisis pour leur qualité militaire et physique et leur sang-froid exceptionnel, leur efficacité vient de leur rapidité d'exécution. Ils disposent du matériel le plus sophistiqué et sont entraînés à faire face à toutes les situations d'urgence, à toutes les formes de combat. Ils sont prêts à intervenir dans le quart d'heure qui suit la réception des ordres. Créé après l'attentat palestinien de Munich en 1972 contre l'équipe israélienne des Jeux Olympiques, le groupe GS-G9 n'avait jamais jusqu'ici l'occasion de montrer sa valeur. L'opération de Mogadiscio a été sa première mission. Il constitue une force paramilitaire sous le contrôle direct du ministre de l'Intérieur. L'Allemagne de l'Ouest a dépensé 10 millions de marks, environ 22 millions de francs, pour la création de ce corps d'élite.
Voilà, tout a été dit, ou presque, sur l'échec des terroristes de Mogadiscio. Mais quelques heures plus tard, ce devait être la seconde mort du mouvement avec des conséquences autrement plus graves. Informés on ne sait comment, les cerveaux de la bande à Bader, incarcérés dans une prison de haute surveillance à Stuttgart, dans des cellules individuelles, sans possibilité de connexion, allaient se donner la mort à l'aube. En fait, 4 d'entre eux ont essayé de le faire, 3 y sont parvenus. Andreas Bader, le chef, le fils de famille, Gudrun Enslin, la fille de pasteur, et Jan Karl Raste, la jeune femme en se pendant, et les 2 hommes à l'aide de calibre 7,65. Là encore, nouvelle question, comment ont-ils bien pu réussir à se procurer ces armes à feu? Peut-être s'agit-il d'un ultime pied de nez à la démocratie allemande en jouant sur le doute, ce qui aura pu s'emparer de quelques esprits quant aux conditions de leur mort. Seule rescapée de ce suicide collectif, cette jeune femme que vous voyez en ce moment, Irmgard Möller, qui s'est tailladé la gorge, mais qui pourra être sauvée. L'aile gauche, dite de sécurité de la prison de Stuttgart-Stammheim, est donc inhabitée depuis 6h30. Mais la prison garde encore ses secrets sur les conditions des suicides de ce matin. C'est dans cette cellule qu'Andreas Bader s'est donné la mort, et c'est d'ici qu'il a peut-être pu inviter 3 de ses codétenus à le suivre dans l'autodestruction. Le mystère le plus total règne encore sur la manière dont Bader, ce fils révolté et violent du 68 allemand, a pu être informé des événements extérieurs à sa cellule et communiquer avec ses voisins. Symbole allemand de la terreur, Bader avait été arrêté en 72 après une fusillade avec la police. Gudrun Enslin, sa compagne, l'avait rejoint peu après en prison. Comme Bader, elle a été condamnée à la détention à vie. Avec Jan Karl Raste, Bader et Enslin formaient le noyau dur du terrorisme allemand. Un constat, la mort de ces activistes violents est accueillie en Allemagne avec soulagement. Je m'en suis réjoui, nous dit-on ici. Je ne crois pas à leur mort. Ils se sont suicidés? C'est tout nouveau alors. J'avoue que j'en suis soulagé. Les terroristes morts allongent une liste où figure le nom de Holger Mainz, qui s'est laissé mourir après une grève de la faim. Bader, Enslin et Raspe ont en fait imité Ulrike Meinhof, qui s'est déjà suicidé en 1976. Il serait cependant illusoire de croire que le terrorisme est désormais vaincu en Allemagne fédérale. Outre les 150 terroristes emprisonnés, il reste un peu partout, dans des villes comme Berlin par exemple, des disciples potentiels qui sont prêts à devenir actifs. Avec nous maintenant Michel Meyer en direct de Bonn pour essayer de répondre à toute une série de questions que nous nous posons tous. D'abord, première question, Michel Meyer, est-ce que c'est vraiment bien la fin de la bande à Bader? Pour le moment, c'est la fin de Bader et de quelques-uns de ses codétenus, mais on peut penser que les disciples de Bader vont utiliser son nom comme celui d'un martyr et ils vont éventuellement honorer ce martyr en relançant des opérations de terreur peut-être encore plus nihilistes. Cela dit, ce que craint surtout le gouvernement allemand et les Allemands d'une façon générale, ce sont des allusions qui tendraient à prouver que le suicide de Bader n'est pas effectivement un suicide. À titre prophylactique, si l'on peut dire, le gouvernement allemand a donc invité des experts internationaux pour faire l'autopsie du corps d'Andreas Bader et de ses codétenus qui se sont suicidés avec lui. Cette autopsie aura lieu dans le courant de la soirée. Deuxième question, Michel Meyer, maintenant le deuxième personnage de l'affaire, Helmut Schmidt, on a vraiment l'impression qu'il sort grandi de l'épreuve. Le chancelier est effectivement grandi de cette épreuve. Il suscite à l'heure actuelle l'admiration de la plupart de ses concitoyens, même ceux qui votent généralement pour son opposition. On peut dire que Helmut Schmidt, dans cette affaire, s'est confirmé comme le manager de crise qu'il essaie d'être, avec un certain succès, il faut le dire, depuis son arrivée au pouvoir. Politiquement, on peut donc considérer Helmut Schmidt comme tout à fait indéboulonnable à l'heure actuelle en Allemagne. Et troisième personnage maintenant de cette affaire, on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui, c'est le grand oublié, c'est Hans-Martin Schleyer. Est-ce que vous avez des détails sur le sort du président du patronat ouest-allemand? L'impression que j'ai est que Hans-Martin Schleyer a été définitivement sacrifié à la raison d'État. Peu de gens ici se font encore des illusions sur la possibilité qu'on en aurait dans les prochains jours de le revoir vivant. Il est vrai qu'après les tensions inouïes des dernières
dernières heures et de la nuit dernière, après l'annonce du suicide d'Andreas Bader et de ses codétenus, l'affaire Schleyer, l'enlèvement de Hans-Martin Schleyer, qui a eu lieu il y a 6 semaines maintenant, est devenu un titre assez tiède dans l'actualité. Et je crois que l'on peut dire que son épouse et ses fils doivent se sentir ce soir à Stuttgart assez seuls dans le tourbillon de cette actualité. Oui, il faut quand même dire, Michel, qu'il y a 1 heure, le président de la République allemande, Walter Scheel, lançait un appel aux ravisseurs de M. Schleyer pour qu'ils libèrent leur otage. Finissez-en avec le cercle infernal de la mort et de la violence, a dit le président allemand. L'autre grand oublié de toutes ces affaires, eh bien, c'est aussi le commandant du Boeing, Jürgen Schumann, qui, selon tous les témoignages, a fait preuve d'un courage exemplaire, puisqu'il avait réussi à communiquer à la tour de contrôle de Dubaï des renseignements de la plus haute importance. Selon une hôtesse du 737, il aurait été abattu après avoir tenté de quitter l'avion. Et c'est en mémoire de ce jeune pilote, tué sous les yeux de son ami d'enfance, le copilote, que les organisations internationales de pilotes ont un moment envisagé une grève mondiale de 2 jours à partir du 25 octobre. Mais en fait, on semble maintenant s'orienter vers une manifestation internationale devant le siège de l'ONU. Les pilotes sont plus que sensibilisés à ces affaires de prise d'otages et déjà certaines compagnies leur apprennent comment réagir. Nous sommes, dans certaines compagnies, formés pour que nous sachions entretenir des relations et même des liens, quelquefois même affectifs, avec les pirates ou le pirate qui se trouve à bord. Qu'est-ce que vous entendez par là? Nous pouvons, au niveau d'un passager seul, qui est peut-être un cas touché par une névrose ou une psychose, récupérer la personne par un contact humain, affectif, avec cette personne. C'est-à-dire que vous avez suivi des cours de psychologie? Nous sommes formés au travers de projections, de films, de diapositives, pour que nous sachions remédier à des états de ce genre. Le commandant de bord de la Lufthansa a su accommoder la situation interne, a su comprendre ce que représentaient les moyens armés de ces pirates, a su avertir, c'est ce qui lui a d'ailleurs coûté la vie. Mais il n'a fait que son travail en fait, car nous sommes formés dans ce genre d'intention. Je n'ai pas besoin de vous dire que le monde entier a condamné cette action des terroristes, même si certains, comme le mouvement français Lutte ouvrière, en profitent pour rejeter dans le même temps ce qu'il appelle la violence des appareils d'État. Du côté français, Jacques Chirac à Helmut Schmidt, François Mitterrand à Willy Brandt ont fait part de leur soulagement devant ce dénouement heureux. Valéry Giscard d'Estaing avait envoyé ce matin un télégramme de félicitations au chancelier ouest-allemand. Tout le mérite de la fermeté revient à vous. Voilà toutes les informations dont nous disposons ce mardi 18 octobre sur l'affaire du Boeing et sur ses suites. Une journée qui indéniablement constituera un tournant, je crois qu'il faut le répéter, dans la lutte contre le terrorisme. Une lutte, Jean-François Kahn, qui remonte à beaucoup plus longtemps qu'on imagine. Oui, enfin, on a l'impression, au fond, que ce principe qui consiste à enlever des otages à des fins politiques, c'était une sorte de machine infernale qui, à l'origine, échappait à ses inventeurs. En effet, il faut bien le dire, c'est Fidel Castro qui a inventé ce procédé. Il l'a inventé dans les années 58, mais pour faire parler de lui. À l'époque, il y avait un dictateur à Cuba, et profitant d'une grande réunion de courses automobiles, les castristes ont eu l'idée d'enlever Fangio, le grand champion Fangio, pour que tout le monde dise « mais qui sont ces gens qui ont fait le coup ?» Et du coup, on parlait des castristes. Mais l'idée n'était pas venue de les changer contre quelqu'un. Mais naturellement, très rapidement, on est passé à un deuxième stade. Enlever quelqu'un contre quelqu'un, un homme contre un homme. Et c'est les Vénézuéliens, les castristes vénézuéliens qui ont eu l'idée. Ils ont enlevé un jour un colonel américain qui était en place à Caracas et ils ont voulu l'échanger contre un Viet Cong condamné à mort. Un homme contre un homme. Troisième stade, on y passe insensiblement, vous voyez, toujours à un stade supérieur, un homme contre un groupe. Et ça, c'est au Brésil, c'est le révolutionnaire Marighella qui a eu l'idée d'enlever un ambassadeur américain, l'ambassadeur Wick Elbrick, c'était en septembre 69, pour l'échanger contre un groupe de prisonniers politiques. Et cela a réussi. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de victime. Pas de mort d'homme. Oui. Pas de mort d'homme. Seulement, à l'époque, j'ai eu l'occasion de rencontrer la personne qui a exécuté le coup du Brésil, qui a eu au fond, qui a inventé, si vous voulez, l'enlèvement à des fins politiques. Et il m'avait dit que lorsqu'il était face à cet ambassadeur américain qu'il avait enlevé, ils avaient sympathisé tous les deux, finalement, à force de rester ensemble. Ils avaient sympathisé, ils lisaient, ils discutaient, ils se sentaient assez proches l'un de l'autre. Seulement, il avait ajouté, je savais que je devais le tuer si le gouvernement brésilien ne cédait pas.
Et effectivement, l'année d'après, c'est ce qui arrive. Ça se passe là au Guatemala, Et enlèvement d'un Allemand. Un Allemand, l'ambassadeur d'Allemagne au Guatemala. Les autorités ne veulent pas céder et on le retrouve mort, tué d'une balle dans la tempe. Donc, quatrième stade, un homme contre un groupe, mais avec mort d'homme. Alors à partir de ce moment-là, la machine s'emballe et l'on passe à l'idée d'enlever un groupe pour l'échanger contre un groupe. C'est la prise d'otages dans les avions massifs, ce sont les Japonais qui commencent, puis les Palestiniens, et ensuite on a l'impression que c'est de plus en plus gros, que comment peut-on faire pour arrêter cette machine infernale? D'autant qu'aucun pays n'est épargné. Alors on essaye de Munich, à Munich il y a une tentative, et vous savez que c'est un échec, donc on n'ose plus. Alors il y avait eu naturellement Entebbe, mais on avait l'impression que, bon, bah, c'était parce que c'était des Israéliens, et que seuls, peut-être, eux pouvaient. Ce qui est nouveau, je crois, cette fois-ci, c'est que maintenant, aucun gouvernement ne pourra se permettre de céder maintenant devant la menace des terroristes. Alors, le problème, c'est de savoir que vont faire les terroristes. D'autant que maintenant, l'opinion internationale les a complètement rejetés et qu'aucun gouvernement de ceux qui étaient dits révolutionnaires n'a accepté de les accueillir. Voilà, il est 20h21, le reste de l'actualité, assez brièvement, je pense que vous le comprendrez. D'abord, le verdict au procès de Prague, 14 mois à 3 ans de prison pour les 4 intellectuels qui ont fait appel. Et puis, 30e anniversaire aujourd'hui du Conseil économique et social sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Thème de son discours, la croissance économique. Il s'est attaché à définir ce qu'il a appelé une nouvelle économie. Ce n'est pas une crise que nous vivons, mais une nouvelle étape, a-t-il dit, un changement du monde. Il faut d'abord répondre aux deux interrogations fondamentales. S'agira-t-il d'une économie de croissance? S'agira-t-il d'une économie ouverte? Oui, il devra s'agir encore d'une économie en croissance, car la croissance des biens matériels reste nécessaire pour assurer l'emploi, pour répondre à des besoins légitimes encore non satisfaits dans notre pays et pour maintenir notre place dans le monde. L'évolution souhaitable de l'économie et de la société française ne saurait désormais se réduire à une simple croissance quantitative. Elle doit, au contraire, constituer un développement à plusieurs dimensions, dont la croissance ne sera que l'un des aspects. C'est dire que, moins encore que par le passé, cette évolution ne pourra pas être résumée par un seul chiffre. Si je voulais m'essayer au jeu risqué du néologisme, je dirais qu'il s'agira d'une croissance quanto-qualitative. La deuxième question, c'est l'économie nouvelle sera-t-elle une économie ouverte ou une économie isolée? Question essentielle dès lors qu'une part importante de nos difficultés, et nous le savons bien, nous vient de l'extérieur. Non, la réponse à ces difficultés ne peut résider ni dans l'isolement, ni dans le protectionnisme. Concorde demain à New York, mais ce n'est que pour un vol d'essai. Après une très dure bataille juridique, il semble que Concorde ait quand même gagné. En attendant le 22 novembre, le premier vol commercial, est-ce que pour autant cet atterrissage résoudra tous les problèmes posés par la décision de la Cour suprême? D'abord, n'oublions pas que les riverains de l'aéroport n'ont pas dit leur dernier mot. Voici une séance de hearing, c'est-à-dire une séance de témoignage. Le président de la séance est un citoyen américain, un juré en quelque sorte, chargé simplement d'enregistrer les témoignages avant de les transmettre aux autorités de l'État. Chacun vient dire ici pourquoi il est contre Concorde ou pourquoi il n'est pas franchement contre. La passion n'était pas absente du débat au moment de notre visite, car tous les leaders de l'opposition à Concorde étaient présents, à commencer par Carole Barman. Nous ne voulons pas de Concorde, dit-elle, pour entendre ce genre de bruit, et nous continuerons la lutte par des moyens légaux ou politiques. Mais que ferez-vous si Concorde doit se poser dans 3 ou 4 jours ici à New York? Eh bien, le gouverneur de l'État de New York, M. Carey, devra agir très rapidement. Il est le chef de l'État et il a aussi la police avec lui.
Je veux vraiment dire que nous ne sommes pas jaloux de Concorde, comme on a pu l'affirmer en France, mais que, bien au contraire, nous avons fait stopper la construction de notre supersonique américain, car des personnes dans ce pays ont pu faire entendre leur voix. Oui, mais maintenant, que pouvez-vous faire, car Concorde va se poser à Kennedy. Nous n'allons pas laisser l'aéroport Kennedy en paix, car je peux vous affirmer qu'aussi longtemps que nous serons en vie, Carol Berman, moi et les autres, eh bien, nous lutterons contre l'avion supersonique. Voici donc le dernier carré de l'opposition à Concorde. Derrière eux, 61% de la population américaine, selon un sondage récent, et surtout les habitants du Queens. Mais en réalité, seul aujourd'hui, le gouverneur de l'État de New York, M. Carey, peut s'opposer à Concorde par un veto. Voyons maintenant le point de vue de Concorde dans cette histoire. Point positif, maintenant que New York est ouvert, bien des choses peuvent se débloquer. Atterrissage dans d'autres villes américaines, Miami, Dallas par exemple, où le Concorde s'est déjà posé en 73. Vous le voyez ici. Donc, des compagnies aériennes autres que Air France et British Airways vont peut-être acheter, ou au moins louer, les 7 Concorde restants. La Braniff américaine, Iran Air, Singapore Airlines, les Séoudiens pourraient donc être intéressés. Des destinations comme Tokyo ou l'Australie vont peut-être devenir des aéroports supersoniques. Point négatif, malgré l'atterrissage à New York, Concorde n'est pas encore rentable. Air France pense utiliser l'avion 2200 heures par an avec 2 vols par jour sur Paris-New York, mais la rentabilité est de 2750 heures par an. Concorde va donc continuer à perdre de l'argent payé par le contribuable français pour que volent à Mach 2 quelques hommes d'affaires pressés. Alors en juillet 78, la chaîne va s'arrêter, peut-être pour toujours, sûrement pour longtemps. Pour que cette formidable expérience franco-anglaise ait une suite, un heureux dénouement, il faudrait un super Concorde, silencieux, robuste, performant, pas trop cher à faire voler. Ce super Concorde doit être international, euro-américain au moins. C'est cela le véritable avenir. Maintenant que New York est ouvert, les Américains vont peut-être se remettre à croire au transport supersonique. Mais pour dans 10 ans, car il reste bien des progrès à faire. L'homme que vous venez d'entendre, c'est bien Georges Leclerc. Il paraît un peu enrhumé, il a peut-être pris Concorde hier. Dernière journée des 4e assises du CNPF, une idée forte dans le discours de clôture de François Sérac, un plaidoyer pour le libéralisme, avec une demande concrète du président du CNPF, la libération des prix. Écoutons François Sérac. La France vient de passer par une période d'épreuve particulièrement dure. Elle n'en est pas définitivement sortie, mais je pense qu'elle ne peut en sortir que si, dans les mois qui viennent, on peut rassembler les énergies des Français sur une nouvelle vision de l'avenir de notre pays. Et tout à l'heure, j'ai proclamé notre volonté de participer, à côté des autres, à ce travail national. Vous avez également évoqué le dirigisme qui, par le passé, avez-vous dit, a étranglé un certain nombre de secteurs dans l'économie. Aujourd'hui, il n'y a plus de dirigisme ? Il y en a encore. Et j'aurais bien voulu parler au passé. Je dis simplement que dans ce grand programme, de ce grand projet national, la liberté devrait trouver toute sa place. Sur quelle proposition s'est achevée ces assises patronales ? De nous rassembler pour un nouveau bond en avant. Un nouveau bond en avant, ça veut dire continuer et développer nos efforts pour l'amélioration des conditions de vie au travail, et cela veut dire aborder un dialogue ouvert avec notre environnement et notamment les collectivités locales. De très belles images aquatiques maintenant. C'est une première mondiale, l'opération Janus 4, qui a permis à 4 plongeurs français de descendre à 460 mètres de fond. Ça se passait en Méditerranée et les 4 plongeurs ont travaillé en tout 109 minutes par 460 mètres de fond. Cela constitue, je vous rappelle, un record mondial. Et puis pour terminer, une vraie bonne nouvelle, demain soir, mercredi, à 20h25, du football en direct. Et oui, Nantes, Atlético de Madrid, comptant pour le match aller du 2e tour de Coupe d'Europe de football. Ainsi, grâce à l'aide des téléspectateurs qui nous ont soutenus lors des précédentes négociations,
grâce aussi à la compréhension des parties prenantes et, il faut le dire aussi, à l'action de la presse, eh bien, le service des sports d'Antenne 2 vous attend demain soir à 20h25, en direct donc, Nantes-Atlético. Puis toujours en sport, l'arrivée au Cap du voilier français Japy Hermès. Il est dernier de la première étape de la course autour du monde. La météo, pour terminer, eh bien, pas de grands changements par rapport à hier. Demain, le temps sera beau sur la plupart des régions. Seuls quelques nuages subsisteront sur l'extrême nord-est. Quelques pluies également sur les Pyrénées et sur le golfe de Lyon. Voilà, la dernière édition de notre journal est vers 23h35, présentée par Patrick Lecoq, après les dossiers de l'écran. Je souhaite à tous une très très bonne soirée. À demain, bonsoir.